Bonjour, cet épisode est le deuxième d'une série de vidéos consacrées aux tenseurs de contraintes. Au cours de cette séance, nous allons aborder ce qui suit. Dans un premier temps, on va définir les invariants du tenseur de contraintes. Et on donne un exemple de calcul de ces invariants. Ensuite, on verra la décomposition du tenseur de contraintes en parties sphériques et déviatoriques. Et on donne aussi un exemple de cette décomposition. Enfin, on étudie le calcul du vecteur contrainte et ses deux composantes normales et tangentielles. Et de la même manière, on va donner un exemple pour mieux expliquer le calcul. Donc tout d'abord, on commence par expliquer les invariants du tenseur de contrainte. On considère un milieu continu, ce milieu-là, et on va, ce milieu continu, on va considérer un point M appartenant à ce milieu, et soit une base orthonormée E1, E2, E3. Autour du point M, on va considérer un élément de volume de dimension infinitésimale sous forme d'un cube. Comme on l'a vu lors de la séance précédente, chacune des trois facettes qui sont perpendiculaires 2 à 2 a pour normale les vecteurs unitaires de la base. Sur chaque face agit un vecteur contrainte et comme on l'a expliqué déjà, donc ce système de trois vecteurs peut définir un tenseur qu'on a appelé le tenseur de contrainte. Ce tenseur de contrainte, il est défini en un point, par exemple le point 1, et par rapport à une base orthonormée E1, E2, E3. Le tenseur de contrainte est représenté par une matrice de taille 3, 3 lignes, 3 colonnes. Il comporte 9 coefficients ou 9 composantes. Mais en réalité, compte tenu de la symétrie de ce tenseur de contrainte, on n'a que 6 composantes. Les éléments ou les coefficients situés sur la diagonale, sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, et les composantes hors diagonale, sigma 1, 2, qui est égal à sigma 2, 1, sigma 1, 3, qui est égal à sigma 3, 1, et sigma 2, 3, qui est égal à sigma 3, 2. Voyons maintenant si on change de base. Si on change de base, c'est-à-dire au lieu de prendre la base E1, E2, on va orienter notre base différemment. Donc, en orientant en prenant des bases différentes, donc on va changer l'orientation de ce cube élémentaire. Qu'est-ce qui va en découler? Il va en découler que les coefficients de la matrice, elles vont changer de valeur. Pour chaque orientation, si je prends cette orientation, ces valeurs-là, sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, toutes les composantes, elles vont prendre des valeurs différentes. Donc, à chaque fois qu'on écrit un tenseur de contrainte, on lui associe la base dans laquelle on a déterminé ce tenseur de contrainte. Cependant, il y a il y a trois scalaires qui sont issus de ce tenseur de contrainte et qui ne vont pas varier, d'où l'appellation invariant.
On verra maintenant les trois invariants du tenseur de contrainte. Donc soit le tenseur de contrainte qui est affiché, qui est défini dans une base E1, E2, E3. Donc on définit à partir de là ce qu'on a dit invariants I1, I2 et I3. Le premier invariant, c'est l'invariant I1. L'invariant I1 est la trace de la matrice de ce tenseur, c'est-à-dire sigma 1, 1 plus sigma 2, 2 plus sigma 3, 3. Le deuxième invariant, si on l'écrit sous forme indicielle, I2, c'est 1 demi de sigma II, sigma JJ, moins sigma IJ, sigma JI. Et comme le tenseur est symétrique, la composante sigma IJ est égale à sigma JI. On va voir maintenant le calcul de ce deuxième invariant d'une manière explicite. Alors, ce deuxième invariant, c'est la somme de trois mineurs. Chacun des mineurs correspond à une position donnée, un coefficient de la matrice. C'est-à-dire, M11, c'est le mineur associé à sigma 1, 1. M2, c'est le mineur associé à sigma 2, 2. Et M3, 3 est le mineur associé au coefficient ou à la composante sigma 3, 3. Alors, comment on va maintenant déterminer le mineur? Par exemple, pour déterminer le mineur M11, donc on va effacer la première ligne, puisque c'est M11. On va prendre une autre couleur. On va effacer la première ligne, la première colonne. On obtient une matrice réduite, donc une matrice de taille de 2, et on détermine on calcule le déterminant de cette matrice réduite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous rester? Sigma de 2, sigma de 3, sigma 3, 2, sigma 3, 3. Comme sigma 2, 3 est égal à sigma 3, 2, compte tenu de la symétrie. La même chose, on le fera pour le coefficient, le coefficient sigma de 2, ou la composante sigma de 2, et la même chose pour sigma 3, 3. Voyons d'abord pour M11 comment on va le déterminer. Donc M11, il correspond au calcul de ce déterminant. C'est sigma 2, 2 fois sigma 3, 3, moins sigma 2, 3 par sigma 3, 2. Comme c'est symétrique, on aura sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, moins sigma 2, 3 au carré. On fera la même chose pour sigma 2, 2, pour M2, 2, le mineur M2, 2, et le mineur M3, 3. Voyons maintenant pour le mineur M2, 2. On va effacer ce qu'on a fait tout à l'heure. M2, 2, c'est le mineur associé à sigma 2, 2. C'est-à-dire sigma 2, 2, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc on va supprimer la deuxième ligne et la deuxième colonne. On obtient une matrice réduite qui sera composée sigma 1, 1, sigma 1, 3, sigma 3, 1 et sigma 3, 3.
et on calcule le déterminant de cette matrice réduite. Le déterminant de cette matrice réduite est le mineur, associé à sigma de 2. Il est de même pour le mineur M33. Donc, voilà pour le mineur M de 2. M de 2. Et voilà le déterminant. Sigma 1,1, sigma 1,3, sigma 3,1, sigma 3,3. Donc, ça sera sigma 1,1 par sigma 3,3 moins sigma 1,3 au carré. Et on continue pour M3,3. On va effacer. M3,3, ça veut dire qu'on va supprimer la troisième ligne et la troisième colonne. On obtient une matrice réduite et on calcule son déterminant de la même façon qu'on l'a fait pour M11 et M22. Voilà. Donc, le deuxième invariant, c'est la somme de 3 mineurs. On peut dire aussi, le deuxième invariant est égal à trace de la matrice adjointe. Voyons maintenant le troisième invariant. Le troisième invariant, c'est I3. Il est égal au déterminant de sigma. D'une manière simple, on peut calculer ce déterminant en développant soit sur une ligne, soit sur une colonne. Ça, c'est le calcul classique. Donc, on peut développer suivant une ligne, une colonne, enfin, n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Donc, si j'ai une ligne, par exemple, où il y a des zéros, hein, donc il vaut mieux choisir là où on a le minimum de calcul à faire. Et on verra ça dans des exemples, dans des séances vidéo qu'on fera par la suite. Ce que je vais vous proposer, c'est une manière un peu simple pour calculer ce déterminant. Donc, il suffit de reprendre cette matrice, rajouter la première colonne, la deuxième colonne, et former des diagonales. Voilà. Donc, on prend la matrice et on rajoute deux colonnes, la première et la deuxième. Ensuite, on va former des diagonales. La première diagonale, la deuxième diagonale et la troisième diagonale. Donc, c'est des diagonales qui sont parallèles. On fait le produit des composantes de ces diagonales. Donc, on fait le produit, par exemple, sigma 1,1 par sigma 2,2 par sigma 3,3, auquel on rajoute le produit des composantes de la deuxième diagonale. Sigma 1,2 par sigma 2,3 par sigma 3,1. On rajoute aussi le produit des composantes de la troisième diagonale. Sigma 1,3 par sigma 2,1 par sigma 3,2. Donc, on va sommer le produit de ces diagonales. Donc, la somme de ces trois produits, on va soustraire un produit de trois autres diagonales. Cette diagonale, cette diagonale et cette diagonale. On a vu les diagonales, on a sommé. Ensuite, moins, on va développer. La première, sigma 1,3 par sigma 2,2 par sigma 3,1, avec le signe moins.
La deuxième, sigma 1, 1, sigma 2, 3, sigma 3, 2. Troisième, sigma 1, 2, sigma 2, 1 et sigma 3, 3. Donc, on soustrait cette somme. Donc voilà, compte tenu de la symétrie, donc sigma 1, 3, 3, 1, ici. Ici, j'ai sigma 2, 3, sigma 3, 2, c'est sigma 2, 3 au carré. Et là, on a sigma 1, 2, sigma 2, 1 au carré. Voilà une manière simple de calculer ce déterminant de la... Donc, quelle que soit la base que vous allez choisir, quelle que soit la base dans laquelle on exprime le tenseur de contrainte, le calcul de ces trois invariants sera le même, quelle que soit la base choisie. Donc, pour ce faire, on va traiter un exemple. Un exemple pour mieux assimiler le calcul. Donc, soit le tenseur de contrainte au point 1, il est donné comme suit. On demande de calculer les trois invariants de ce tenseur. Donc, vous avez le tenseur sigma, il est donné, les coefficients sont exprimés en mégapascal. Donc on va calculer les trois invariants, I1, I2 et I3. Et on commence par le premier invariant, c'est la trace de sigma. Donc sigma 1, 1 égale à 1, plus sigma 2, 2 égale à 1, plus sigma 3, 3 égale à 4. Donc j'ai 1 plus 1 plus 4. Ça donne 6 mégapascales. Voyons maintenant le calcul du deuxième invariant. Donc le deuxième invariant, c'est la somme de trois mineurs. Le premier mineur, pour le premier mineur, on va supprimer la première ligne, la première colonne. Qu'est-ce qui va nous rester? Une matrice 1 moins racine de 2, moins racine de 2, 4. Et je calcule ce déterminant. Je ferai la même chose pour le deuxième mineur. Enfin, pour le deuxième mineur, on va éliminer la deuxième ligne et la deuxième colonne. 1, racine de 2, racine de 2, 4. Et on calcule ce déterminant. Il est de même on va faire la même chose pour le troisième mineur. Troisième mineur, on va revenir juste pour expliquer le troisième mineur. On va éliminer la troisième ligne, la troisième colonne, et on détermine le déterminant qui est associé. Ensuite, on va sommer ces trois composantes. On va d'abord effacer. Et on va passer là-dessus. Donc voilà, le premier, j'ai 4 moins 2. 4 moins 2. Le deuxième, 4 moins 2. Le troisième, 1 moins 9. Donc le premier me donne 2, le deuxième donne 2, et le troisième il donne moins 8. On obtient moins 4
mégapascal au carré. Il faut faire attention, mégapascal au carré. Pourquoi? Parce qu'on multiplie une contrainte par une autre contrainte. Donc, comme la contrainte est exprimée en mégapascal, on aura mégapascal au carré. Voyons maintenant le troisième invariant. Le troisième invariant, c'est le déterminant de sigma. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des produits. Donc, la somme, ce produit, plus ce produit, plus ce produit. Et on va soustraire ce produit et ce produit. Voilà. Si je prends le premier, ce sera 1 par 4. Deuxième, moins 3, moins racine de 2, racine de 2. Le troisième, racine de 2, moins 3, moins racine de 2. Donc là, c'est une somme. Et on va soustraire les produits des trois autres diagonales. Donc, ce produit-là, donc moins racine de 2, 1, racine de 2. Ce produit 1 par moins racine de 2 par moins racine de 2. Et ce produit moins 3 par 4. Et ensuite, il suffit maintenant de sommer. Donc, on trouve 4 plus 6 moins 2 plus 2 plus 36. On retrouve 16 moins 40 qui donne une valeur de moins 24 mégapascal à la puissance 3. Pourquoi à la puissance 3? Parce qu'elle va multiplier une composante par une autre composante par une autre composante. Donc, comme une composante, c'est mégapascal, donc on aura des mégapascal à la puissance 3. On va maintenant expliquer la décomposition du tenseur de contrainte en parties sphériques et déviatoriques. Soit le tenseur de contrainte. Je peux dire tenseur de contrainte sigma est égal à sigma. Comme c'est une sigma est représentée une matrice de taille 3, je vais rajouter une matrice de taille 3 et je vais soustraire aussi une matrice de taille 3. Donc je vais rajouter une matrice de taille 3 qui sera le produit d'une matrice identité de même taille, c'est-à-dire taille 3, que je vais multiplier par un scalaire. Ce scalaire, c'est le premier invariant sur 3. Donc je vais rajouter plus I1 sur 3 qui multiplie la matrice identité. La matrice identité de taille 3, vous avez une matrice qui a les composantes diagonales égales à 1 et hors diagonale égale à 0. Le scalaire, c'est I1 sur 3 qui est appelé aussi pression hydrostatique. On verra plus tard l'utilité de cette décomposition quand on arrive à des cours un peu plus avancés et plus élaborés pour expliquer la nécessité de connaître ces deux composantes.
Alors, donc comme j'ai cette égalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer plutôt cette composante. Je vais lui soustraire cette composante. Ça va me donner un tenseur qu'on appelle déviateur de contrainte. Et vous avez l'autre composante qui est la matrice identité que multiplie un scalaire I1 sur 3 qui va me donner la deuxième partie du tenseur de contrainte qu'on appelle tenseur sphérique. Voyons maintenant cette décomposition en détail. Soit on a un tenseur de contrainte qui est affiché. Hein. Vous avez que le tenseur de contrainte qui est affiché. On va calculer tout d'abord la pression hydrostatique. Il suffit de sommer les composantes de la diagonale, c'est-à-dire le premier invariant I1 divisé par 3. Ce scalaire, on l'appelle S. Donc dans la partie sphérique, on n'a que les composantes qui sont situées sur la diagonale et dont la valeur est égale à la pression hydrostatique. S, S, S. Les composantes hors diagonale sont nulles. Ça, c'est la partie sphérique du tenseur de contrainte. La partie déviatorique. Pour la partie déviatorique, par rapport au tenseur de contrainte, les composantes hors diagonale, sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 2, 3, ne changent pas. Il est de même, puisque cela va de soi que les autres composantes ne changent pas. Ils gardent les mêmes valeurs que le tenseur sigma. Qu'est-ce qui va changer? Les composantes qui sont situées sur la diagonale, ou les coefficients de la diagonale. Le premier coefficient sera sigma 1, 1, on soustrait S. Deuxième, sigma 2, 2, on soustrait S. Et sigma 3, 3, on soustrait aussi S. Voilà la décomposition. Donc on a décomposé le tenseur de contrainte en deux parties, une partie sphérique et une partie déviatorique. Voyons ça plus clair avec cet exemple. On va traiter cet exemple. Soit le tenseur qui est donné. Donc la première des choses, c'est de calculer la pression hydrostatique, c'est-à-dire calculer la trace et la diviser par 3. Donc c'est 4 moins 3 plus 9. Et la diviser par 3, ça c'est 3. C'est clair. La partie sphérique, on n'a que les composantes de la diagonale. Les autres sont nuls. Donc comme S est égal à 3, donc la partie sphérique, on a 3, 3, 3. Et hors diagonale égale à 0. C'est facile à calculer. La partie déviatorique, ou ce qu'on appelle couramment le déviateur de contrainte. Donc les composantes hors diagonale ne changent pas. C'est-à-dire si j'ai 4, j'ai 3, 3 ne change pas. 0, 0 ne change pas. Ici, on a 0, 0. Et compte tenu de la symétrie, faites attention, on doit être symétrique. C'est 3, 3, 0. Qu'est-ce qui va changer? Uniquement les composantes de la diagonale. Donc on va soustraire à chaque fois la pression hydrostatique. Donc la première composante, c'est sigma 1, 1 moins S. Sigma 1, 1 est égal à 4. 4 moins 3.
Deuxième composante, c'est moins 4. Moins 4, moins 3. Troisième composante, c'est 9. 9, moins 3. Et voilà, on obtient le déviateur de contrainte. Bien sûr, si on somme la partie sphérique et la partie déviatorique, on retrouve le tenseur sigma. Le troisième point qu'on va étudier, c'est le vecteur contrainte. On a vu que lors de la séance précédente, que le vecteur contrainte, c'est le produit du tenseur de contrainte par la normale. On verra cette fois-ci ces deux composantes qu'on appelle les composantes normales et tangentielles. Mais avant de commencer, je vais donner un aperçu ou un rappel de projection d'un vecteur sur un axe et sur un plan. Soit le vecteur V. Donc on considère un vecteur V. Et soit un plan pi. Ce plan pi est de normale n. Donc n, on l'exprime par rapport à une base donnée, donc le vecteur normal, ou la rapport composante n1, n2, n3, par rapport à une base donnée. Et on veut projeter ce vecteur V sur le plan pi et sur la droite ou l'axe porté par le vecteur normal n. On aura besoin pour faire la projection sur le plan, on aura besoin d'un pseudo-tenseur qui est défini à partir du vecteur normal unitaire. Donc le vecteur, il faut préciser que c'est une normale unitaire. Un pseudo-tenseur antisymétrique qu'on note par étoile n et on met deux barres au-dessus pour montrer que c'est une matrice. 3 lignes, 3 colonnes. À partir de là, ce tenseur antisymétrique, donc, qui dit tenseur antisymétrique, dit que les composantes de la diagonale sont nulles. Donc 0, 0, 0. Par rapport à la diagonale, il y a une antisymétrie des composantes. C'est-à-dire ici j'ai une composante, là c'est ça, son opposé. Là j'ai une composante, son opposé. Là j'ai une composante, son opposé. Donc c'est ça la définition de antisymétrique. Alors comment on va disposer, puisqu'on n'a que les trois composantes du vecteur, comment on va les disposer dans la matrice? N1 va occuper la position troisième ligne, deuxième colonne, N1. Donc, puisque antisymétrique, donc j'aurai moins N1 ici. La composante N2 occupe la position première ligne, troisième colonne. Donc, moins N2 dans la position qui est symétrique par rapport à la diagonale. La composition N3 occupe la position deuxième ligne, première colonne. Voilà, j'ai formé le pseudo-tenseur associé à n. On aura besoin de ce pseudo-tenseur pour faire la projection sur le plan pi. Quand on fait la projection V sur le plan pi, que je note
V pi, c'est la projection du vecteur V sur le plan pi. C'est un vecteur. Il est égal à moins étoile n au carré, produit contracté avec le vecteur V. Donc, je précise moins, étoile n au carré, ce n'est pas les composantes au carré, c'est étoile n par étoile n. Donc ici, on aura un double produit contracté, puisque j'ai n par n, et le résultat, on va le multiplier par V. Donc on obtient un vecteur. Comme on le sait aussi, quand on projette le vecteur V sur n, on fait tout simplement un produit Vn, que je désigne par Vn, la projection de V sur la normale n, projection de V sur la normale n. C'est un scalaire qui est donné par le produit scalaire de deux vecteurs, le vecteur V et la normale n. Donc c'est un produit, ici scalaire, ça donne un scalaire. Par contre là, la projection sur le plan, ça donne un vecteur. Bon, à partir de ce rappel-là, on va maintenant voir comment on détermine les composants du vecteur contrainte. Donc on va considérer, on va zoomer un peu pour voir plus clair. Voilà. On considère une facette de normale n et soit un point M appartenant à cette facette. Le vecteur contrainte au point M agissant sur la facette de normale n est le vecteur T Mn. Comment on lit ça? Le vecteur contrainte au point M agissant sur une facette de normale n. Ce vecteur est composé d'une composante dirigée suivant la normale, qu'on note T n Mn, qui est toujours portée par n, et une composante tangentielle ou de cisaillement qui appartient au plomb de la facette. Donc ce vecteur appartient au plomb de la facette. Par contre, ce vecteur appartient à la normale, c'est-à-dire il appartient à un axe que je note quand on note T, tau, Mn. Des fois, on simplifie l'écriture. Cette composante, on la note par tau. Et cette composante, on la note par sigma n. Toujours, donc il faut que ça soit la même base, c'est-à-dire quand on écrit, quand on détermine la normale, et on détermine, on exprime bien sûr le tenseur de contrainte. Donc, il faut que ça soit la même base pour que le produit soit licite. Voilà. Donc, le vecteur contrainte, on aura une composante tangentielle et une composante normale. Alors, la composante normale est portée par le vecteur n, lequel est perpendiculaire au plan de la facette. Donc Tn, on met ici, vous voyez que c'est ça, c'est un scalaire. Il est donné par le produit contracté en écriture matricielle, n transposé par le vecteur contrainte, et comme on a vu la dernière fois, le vecteur contrainte, c'est le produit de sigma par n. Donc n transposé
sigma n. En écriture matricielle, c'est ni, sigma ij, nj. Faites attention ici, hein. Il faut qu'on trouve un scalaire, c'est-à-dire l'indice i est répété 2 fois et l'indice j est répété 2 fois. On a des indices libres. Alors, pour la composante, maintenant, tangentielle. La composante tangentielle, on a dit qu'elle appartient au plan. Donc, si elle appartient au plan, donc il faut déterminer le vecteur. Ça, c'est un vecteur. D'accord? Et là, c'est un scalaire. Ce vecteur, c'est moins n étoile au carré par le vecteur contrainte qui est égal à sigma n. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est le vecteur contrainte. On rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, les composantes du pseudo-tenseur antisymétrique n étoile associé à n. D'accord? Voilà, vous avez les composantes de ce pseudo-tenseur. Maintenant, si on cherche uniquement à déterminer la norme du vecteur tangentiel, ben, si je connais le vecteur t de n et je connais sa composante normale, à partir de ce triangle-là, je peux déterminer la norme du vecteur contrainte tangentielle. Donc, ce sera la norme du vecteur composante tangentielle, sera la racine carrée de la norme du vecteur contrainte moins la norme de la composante normale. C'est une façon de calculer. On peut le calculer aussi autrement. On peut calculer cette norme, c'est-à-dire la composante tangentielle, en faisant le produit de étoile n, sigma n. Mais ça donne un vecteur et on prend la norme de ce vecteur. Ou si déjà on l'a calculé, ici, on fait attention à la chose suivante, ça c'est la relation qui donne le vecteur. D'accord? Cette relation, elle donne le vecteur. Le vecteur. Par contre, cette relation, on a dit ici la norme, elle donne uniquement la norme. Et si vous faites ce produit, ça ne donne pas le vecteur contrainte tangentielle. Composante du tangentiel. Bon, on va maintenant faire un exemple. Pour mieux assimiler ce qu'on a vu. Voilà, un exemple de calcul du... On va d'abord donner l'énoncé. Donc, on a un point M relativement à une base R qui a pour origine M, qui a pour vecteur unitaire X, Y, Z. Le tenseur de contrainte sigma est donné comme suit. Vous avez les composantes de ce tenseur. Bien sûr, par rapport à la base X, Y, Z. Et les composantes ou les coefficients sont donnés en mégapascal. Calculez le vecteur contrainte T, M, N, agissant sur un plan de normale n. n est donné 1 sur racine 3, 1, 1, 1. Il faut faire toujours attention pour que ce vecteur, il faut qu'il soit unitaire. En déduire les composantes normales sigma n et tangentielle tau de ce vecteur. Donc là, on demande uniquement la composante, la norme.
La deuxième question, calculer le vecteur. On dit bien le vecteur t ici. Là, uniquement la norme. Agissons sur ce plan. On va d'abord déterminer le vecteur contrainte. Il suffit de faire le produit contracté. Le vecteur contrainte, c'est le produit contracté de sigma par n. Donc sigma par n. Comme j'ai 1 sur racine 3, on va le factoriser et faire le produit. Deux premières composantes, 2 fois 1, plus 0 fois 1, plus 0 fois 1. Ça donne 2. Deuxième composante, 0 fois 1, plus 3 fois 1, plus 4 fois 1. Ça donne 7. Troisième composante, 0 fois 1, 4 fois 1, moins 3 fois 1. Ça donne 1. Donc on a déterminé ce vecteur contrainte. Donc ce vecteur contrainte par rapport à la base, ça sera 1 sur racine 3. Il a deux composantes sur x. La composante sur y est égale à 7 et la composante suivant z est égale à 1. On va calculer sa norme. Donc ce sera la racine carrée des composantes au carré. Donc 1 sur racine 3, on le sort. Et on fait la racine carrée de 2 au carré, plus 7 au carré, plus 1 au carré. Donc on retrouve 54 sur 3. On va calculer maintenant les composantes normales et tangentielles, les normes. D'accord? Alors, la norme de la composante normale, c'est le produit scalaire du vecteur contrainte par n. Le produit scalaire de t par n, vous avez t et vous avez n. Donc c'est un produit scalaire, ça va donner un scalaire qui est égal à 10 tiers au impair. La composante, maintenant, tangentielle. Uniquement, là, on calcule uniquement la norme. Donc ça sera la racine carrée de la norme du vecteur contrainte au carré, moins la norme de la composante normale au carré. Donc on aura racine carrée de 54 sur 3 moins 100 sur 9. Donc ça va donner une valeur approximative de 2,624 mégapascales. Donc ça c'est la norme. Maintenant on va calculer le vecteur contrainte tangentielle. Précisez bien, vecteur contrainte tangentielle. Agissent au point n, agissons sur une facette de normale n. Donc, on connaît n. Donc, le pseudo-tenseur n étoile, on le détermine. Il est donné par cette matrice. Les coefficients sont déterminés à partir de n. Alors, ce vecteur, il est égal à moins n étoile au carré par le vecteur contrainte tangentielle, c'est-à-dire le vecteur qui est donné par le produit de sigma, produit contracté, sigma par n. Ça, c'est le vecteur. Et on opère là, donc on représente n étoile n au carré, c'est-à-dire étoile n par étoile n, que multiplie
sigma que multiplie n. D'accord? Donc vous avez ici contracté, produit contracté une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Il est contracté 3 fois. Et vous avez ici des pseudo-tenseurs hors 2, 2, 2. Donc si je veux m'assurer que ça donne un vecteur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici l'ordre ici, il est l'ordre de 2, plus 2, plus 2, plus 1. Ça fait 7. 7. Et on a le produit contracté 3 fois. 1, 2, 3. Donc, le produit contracté, il baisse de 2 l'ordre. Donc, comme j'ai 3 fois, ça va faire 3 fois 2, 6. Donc, on aura 7 moins 6, ça donne 1 égal à 1. Donc, ça donne un vecteur. Un tenseur d'ordre 1 est un vecteur. Voilà, bon, on va commencer le produit. Hein. Vous commencez à droite et à gauche. Il faut le faire dans l'ordre. Et on obtient le résultat. Voilà, c'est développé. Donc, je vais aller un peu plus vite. Je vous laisse le temps pour voir les calculs. Si vous voulez refaire ce calcul. Voilà. Et on obtient maintenant le vecteur composant tangentiel. Vous voyez ici, 1 sur racine de 3, 1 sur 3 racine de 3, moins 4, 11, moins 7. C'est-à-dire ce vecteur sera 1 sur racine de 3, moins 4x, plus 11y, moins 7z. Vous voyez, on va calculer la norme. On peut calculer maintenant la norme avec ce résultat. Et on va comparer avec la norme qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, ça sera 1 sur racine 3. On va les composantes racine carrée des composantes au carré. Donc, racine carrée de moins 4 au carré, plus 11 au carré, moins 7 au carré. Donc, on retrouve ce résultat. Voilà. On retrouve 2,624, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Si on revient en arrière, voilà ce résultat. Voilà, ce résultat, on l'a déjà trouvé tout à l'heure. Donc ça confirme que le résultat est correct, c'est qu'on n'a pas fait d'erreur. Voilà, sur ce se termine cette vidéo. On verra dans la prochaine vidéo les contraintes principales, les directions principales et le changement de base. Au revoir.